On évoquait donc tantôt avant la pause la situation de la presse dans le monde avec le rapport édition 2021 de Reporters sans frontières qui pointe un recul dans plusieurs pays du monde. Au sommet du classement se trouve, comme pour la 5e année consécutive, la Norvège, suivie de la Finlande, de la Suède. L'Allemagne se retrouve 13e, la France 34e. Le premier pays africain dans ce classement, c'est l'Algérie, 146e. Et c'est un autre pays africain qui pointe également... Non, pardon, l'Algérie n'est pas le premier pays, mais c'est un autre pays africain qui pointe dernier du classement, l'Érythrée, 180e. Mais de façon générale, on retient un recul. Est-ce qu'il y a possibilité de remonter la pente? Possibilité de remonter la pente, je l'ai dit tout à l'heure, mais Firmin m'a contredit par rapport à la question des moyens qui est très absolue. Bien sûr qu'aujourd'hui, Bolloré détient des médias, mais il y a d'autres médias qui sont détenus par d'autres entreprises qui sont des entreprises. Moi, je trouve peut-être qu'on évite un peu trop de parler de Bolloré et tout, mais restons dans la presse de façon générale. Oui, et qui fonctionnent. Mais quand vous prenez, vous avez donné des exemples par rapport à l'hydroxychloroquine dont les gens n'en parlent plus. Mais quand nous prenons nos pays, il y a quelques semaines, les gens ont beaucoup parlé de Togo Télécom. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui sont en train de plébisciter Togo Télécom qui fait les dons. Sa mission, ce n'est pas pour faire les dons, mais c'est le téléphone que nous payons qui est extrêmement cher. Et la connexion qui est lamentable. Donc, nous-mêmes, en tant que médias, que ce soit des petits médias ou des gros, nous avons opté pour le musellement. C'est-à-dire que pour les animaux, c'est involontaire, mais pour nous, nous avons la possibilité, d'accord, d'échapper à ça, en étant responsables. Donc, disons, si nous avons les moyens de notre politique, est-ce que on peut remonter? Vous avez dit que le Togo a perdu un point, si je ne m'abuse, au lieu de progresser. Voilà, au lieu de progresser, nous avons perdu des points, oui. Quand vous voyez comment la régulation, par exemple, des médias s'est déroulée. Le Togo a perdu 3 points. Le Togo est 74e, donc a perdu 3 points. A perdu 3 points. Comment la régulation des médias s'est passée ces derniers temps, ou même des membres au sein de l'organe de régulation ont protesté. Mais vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Bien sûr qu'en Europe également, les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme médias. Et encore, puisque nous, en Afrique, nous nous basons sur les thèses de l'Occident. Tant que ce n'est pas encore considéré là-bas comme média, ici également, on ne l'a pas encore intégré. Mais lorsque vous écoutez des grandes chaînes comme RFI, on lit des informations qui passent sur des réseaux sociaux. Mais ici, lorsque vous prenez une information sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, on vous applique une loi qu'on appelle la loi contre la criminalité. La cybercriminalité, qui est aujourd'hui une loi que personne ne comprend. Et dès que vous faites une publication, même journaliste, on vous dit que vous sortez de votre cadre. Donc voilà ces restrictions qu'on a mis en place et qui font que les gens ne sont plus, même le journaliste qui alerte, d'accord, le lanceur d'alerte est pris à partie parce qu'on dit qu'il a fait une publication sans apporter les preuves, mais le journaliste n'a pas apporté les preuves. Même ceux qui ont tenté d'avoir les preuves ont été condamnés dans le même pays. Donc, vous voyez, le recul est là. L'autorité pense que cela l'arrange. L'autorité pense que cela l'arrange, alors que c'est faux. Mais on a parlé ici, lorsque la Covid-19, est arrivée, mais on a vu que dans ce même pays, les gens vendaient des tests, les tests, des vrais faux tests. Mais la presse, il y avait des journalistes, parce que moi j'avais échangé avec des gens qui à l'époque avaient déjà les pistes, qui avaient des choses comme ça qui se tramaient. Est-ce que vous voyez, on parle de la vérité, on profite de la Covid-19. On nous a dit ici qu'on a acheté, par exemple, 50 ou 5, combien de réanimateurs qu'on a installés au CHR Lomé Commune.
Mais est-ce que la presse a été autorisée à visiter, à filmer, à montrer ce qu'on a mis là-bas? Le chef de l'État, son gouvernement, ils sont là, ils sont dans leur tour de Babel, ils se disent, voilà, nous avons débloqué des milliards. Et que les gens sont partis effectivement acheter des respirateurs. Mais je vous ai dit ici, pour faire fonctionner un respirateur, qu'est-ce qu'il faut comme personnel, et qu'est-ce qu'il faut comme infrastructure pour pouvoir exposer un respirateur. Vous voyez? Donc, il y a des choses qu'on doit faire, mais à cause de cette répression presque aveugle, parce que le journaliste, l'alerteur, c'est des gens qui permettent à la République de bien voir. OK, mais on se trompe et on se déverse sur la presse. Il faut appauvrir les journalistes, comme quoi c'est le moyen pour pouvoir, pour les vautours de pouvoir s'engraisser. Même question, Firmin. Est-ce qu'il est, je vais rectifier peut-être une information que je donnais tout à l'heure, le premier pays africain du classement, c'est la Namibie, qui est en 24e position, donc dans la zone dite jaune, c'est-à-dire partage la même zone qu'un pays comme la France, 34e position. Il y a même un autre pays africain, le Cap-Vert, qui est 27e. Le Ghana est 30e. L'Afrique du Sud, 32e. Donc, il n'y a pas que du mauvais sur le continent. Le Burkina Faso est 37e. Est-ce qu'il y a, mais dans la plupart de ces pays, il y a eu des reculs d'1 point, 2 points, 4 points. Est-ce qu'il y a possibilité de remonter la pente? Et qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Non, il faut que les politiciens s'enlèvent de la tête la volonté de restreindre la liberté de presse. Ça, c'est le point de départ. C'est comme aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les politiciens ont tellement peur, ils ont peur des journalistes. Et moindre chose, on met la main sur eux. C'est-à-dire, si on continue comme ça va être un peu difficile pour l'évolution de la presse, surtout de sa liberté. C'est grave si on continue dans cette même optique. Moindre chose, on convoque les journalistes. Moindre chose, on dit ce n'est pas le code de la presse qui va être appliqué, c'est le code pénal. Moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a un problème qui se pose. Le problème est fondamental. Il y a un problème de statut. Il y a un problème de statut. Quand on dit un journaliste publie sur les réseaux sociaux, qui publie? C'est un journaliste qui publie sur les réseaux sociaux. C'est celui qui publie. Quand vous lui demandez qu'est-ce que tu publies, il publie une information. C'est un problème de statut. Par exemple, quand moi, j'ai toujours posé cette question-là. Est-ce qu'on définit le journaliste par rapport au support, ou bien il est journaliste avant d'avoir un support? Non, il est journaliste avant d'avoir un support. Parce que si vous reconnaissez, si on reconnaît par exemple à Francisco le statut de freelance, il publie où? Non, voilà. Par exemple, mais il est journaliste. Oui, on est journaliste tout d'abord. Regardez, moi j'ai un diplôme en journalisme. Mais ce n'est pas ça, au fait, qui me fait de moi un journaliste. C'est quand je l'exerce, ça, je suis en train d'exercer mon métier. Oui, mais je veux comprendre. On oblige maintenant, avec le nouveau code de la presse, il faut forcément passer par une école de bon, ça c'est acquis. La plupart aujourd'hui commencent par être formés. Même ça, c'est un problème. La question que je pense fondamentale, c'est la question de support. Est-ce que c'est, après, quand vous êtes sorti, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, journaliste, est-ce que c'est le support qui fait de vous, journaliste? Si je publie, je signe un article sur un réseau social, c'est le journaliste Samuel Niaoui qui a signé. C'est ça, on m'appliquerait la cybercriminalité. Non, moi je pense que je réponds. Il faut que la presse, si vous allez avoir une page Facebook pour votre média, il faut que c'est justement la question de média. Vous êtes freelance. Voilà. Donc techniquement, vous n'avez pas un média. Je n'ai pas un média. Alors vous publiez où? Voilà, non, écoutez, c'est la question. Puis si on vous reconnaît le statut de journaliste freelance. Non, voilà. Oui, on n'a pas besoin de publier. Il intervient dans les débats. Et là, c'est un exercice de sa profession. Il est en train d'exercer. Il n'a pas nécessairement besoin de publier. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire... Freelance, je travaille pour qui je veux. Oui, il travaille pour qui il veut. Et puis je publie. Oui, justement, il peut publier des articles, des réfléchtions. Oui, il peut publier mais en réalité, il n'a pas besoin d'avoir un média spécifiquement avant qu'on lui reconnaisse le titre de journaliste. Il peut publier n'importe où. Du moment où c'est lui, il prend une réflexion journalistique. C'est cette réflexion-là qui doit être considérée. C'est là parce que c'est un journaliste qui a publié. Regardez par exemple, pourquoi on a bloqué le compte de Donald Trump?
Twitter, c'est parce que c'est un président américain. Et quand Donald Trump publie sur son compte Twitter, c'est le président américain. Et il a déjà le statut de président américain. C'est le président américain qui publie. Donc moi, ce que moi je voudrais, peut-être le code, moi je demande à ce qu'on peut-être à l'avenir qu'on réfléchisse et qu'on le révise. Aucune loi humaine n'est parfaite. Dans la mesure où il y a un problème de statut qui se pose. Mais ce que moi je proposerais, c'est que celui-là qui publie sur une page Facebook, sur un réseau social, et que c'est un journaliste, c'est une information qu'il donne, donc c'est son titre-là qui doit être considéré et non le canal. C'est le journaliste qui a publié. Si vous lui demandez qu'est-ce que j'ai publié une information, et tout le monde va consulter, c'est une information. Du moment où c'est une information qui est publiée et que ça respecte les qualités, tous les critères journalistiques, donc c'est un journaliste. Donc sur cette base-là, il ne doit plus être poursuivi sur la base du code pénal. Notre fameux article 497. Oui, donc, ce qu'il dit, c'est important. Ce que Firmin dit est important parce que il nous arrive, lorsque on se retrouve à des endroits où nous trouvons des situations, qu'on soit obligé de les mettre rapidement sur la toile pour alerter. Est-ce que vous voyez, quand c'est bon, on ne nous dit rien. Est-ce que vous voyez? Mais quand ça ne va pas dans l'intérêt de quelqu'un, on dit, bon voilà, il a violé le code de la presse, mais c'est que il faudrait que l'autorité enlève de la tête cette répression systématique et cette façon de vouloir museler la presse. Ce n'est pas à son avantage. Il y a des pays qui ont muselé totalement leur presse. Si quelqu'un avait écrit quelque part que le président est en train d'aller sur le front, ce n'est pas normal, on allait le mettre en prison. Est-ce que vous voyez? Alors que ça lui aurait évité. Ça lui aurait évité d'aller au front, peut-être. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, lorsqu'on muselle totalement la liberté d'expression, on ne veut rien entendre. Voilà ce qui permettez qu'on quitte le sujet. Non, il y a un deuxième sujet, si vous permettez. Sinon, on n'aura pas assez de temps pour évoquer le Tchad, qui est le deuxième sujet. La France, donc, qui a pris acte de la mise en place du Conseil militaire de transition. La France indique, donc, dans un communiqué, avoir appris avec émotion le décès du président tchadien Idriss Déby Itno. Elle présente à la famille du président Déby Itno l'ensemble du peuple tchadien ses condoléances les plus attristées. La France dit avoir perdu un ami courageux et estime que le Tchad perd un grand soldat qui a œuvré sans relâche pour la sécurité du pays et la stabilité de la sous-région pendant 3 décennies. La partie du communiqué qui est intéressante, c'est que la France dit prendre acte de l'annonce par les autorités tchadiennes de la mise en place d'un conseil militaire de transition. Francisco Napokura, le sujet n'est pas passé inaperçu. Toutes les constitutions au monde prévoient ce cas de situation où le président pourrait décéder. Pourquoi dans la plupart des pays africains, parce qu'il y a beaucoup qui font exception, on a vu tout récemment, je pense lorsque le président tanzanien est mort, on a activé la constitution, la terre n'a pas tremblé. Oui. Pourquoi certains pays pensent qu'il faut suspendre la constitution et faire autre chose? C'est les pays où le pays appartient peut-être à une famille ou à un clan donné. Il n'y a pas de pays qui appartient à une famille. Ah non, mais c'est ce qu'on nous fait, c'est ce qu'on nous fait savoir. Parce que vous venez même de dire quelque chose de très important. La France démocratique, qui prend acte simplement. Il y a quelques mois, c'était au Mali. Au Mali, la France n'a pas pris acte. Mais la France, tout le monde a attendu lorsque la France a fait sa déclaration. Et tous les pays africains se sont alignés. La CEDEAO, ici, nous écoutons déjà même l'Union africaine également, qui encourage ce coup d'État. Ça fait, je crois, ça fait 2 coups d'État. D'abord, la mort de Déby, c'est carrément un coup d'État. Et maintenant, la Constitution, on met la Constitution de côté, parce que la Constitution prévoit des choses. On dit le vice-président. Mais le Tchad dit qu'il n'a pas de vice-président. Je pense que chez eux, c'est le président de l'Assemblée. Oui. Normalement, je vais revenir là-dessus. Oui. Lorsque, avec le temps, les gens ont parlé du président de l'Assemblée, on dit qu'il a démissionné. Il estime qu'il est trop vieux. Qu'il ne peut pas. Oui.
Est-ce que vous voyez? Donc, il ne pouvait pas. Et pourquoi il était à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer. Ça remonte. Hein, quand vous prenez même la déclaration de la France qui perd un ami très cher, un ami très cher qui est courageux, qui est à la tête d'un pays qui a imposé une dictature monstrueuse. La preuve, il est mort. Et c'est sa famille qui prend le relais. Donc, un ami qu'on lâche comme ça, qu'on lâche comme ça pour aller mourir, je crois que c'est vraiment hypocrite pour la France aujourd'hui de nous dire que la France a perdu un ami courageux. Que Déby, à un moment donné, est devenu, je crois, un collier encombrant. Et il fallait se débarrasser de lui. Alors, et c'est fait. Il faut trouver les moyens pour passer le témoin à quelqu'un qui soit encore proche de la France. Donc, peut-être comment on peut expliquer cette position que la France vient d'afficher, la France, pays de droits de l'homme, de démocratie, qui prend acte d'une action qui va à l'encontre de la constitution du pays? Non, ça veut dire... deux coups d'État, un coup d'État. Non, c'est-à-dire, c'est là où les experts qui disent que entre la liberté et la sécurité, ce que les grands dirigeants du monde préfèrent, s'il faudra choisir, ils choisissent la sécurité. Donc on peut rester dans la liberté, on peut se foutre de la liberté. C'est ça peut-être, c'est ça qui a déterminé ou qui a inspiré la décision de la France. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est la Constitution. Au fait, Samuel avait dit tout à l'heure que toutes les constitutions du monde prévoient cela. La Constitution tchadienne dit simplement que lorsque de tels cas se présentent, où le président décède, où il est empêché peut-être pendant longtemps d'exercer sa fonction présidentielle, il y a le président du Sénat qui assure l'intérim et a 90 jours pour organiser les élections. C'est ce que la Constitution tchadienne dit. Maintenant, nous sommes dans une situation... C'est le président du Sénat ou de l'Assemblée? Non, le président du Sénat. Maintenant, nous sommes dans une situation où le président, il n'a pas de Sénat. Vous imaginez, il n'a pas de Sénat. Et dans ce cas d'espèce, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Maintenant, on fait abstraction de ça et on vient parler militaire. C'est-à-dire un conseil militaire qui se forme ou qui se crée et qui nomme le fils de Déby. C'est presque la même chose qui s'est passé au Togo, en 2005. C'est presque la même chose qui s'est passé au Togo. Mais vous allez voir un peu comment les réactions diffèrent. Nous sommes en 2005, le général Gnassingbé Eyadema décède. Son fils, lui, n'était pas militaire. Celui qui est au pouvoir, lui, n'est pas militaire. Mais il y a l'armée qui lui a fait allégeance, qui lui a confié le pouvoir. À l'époque, la France avait hésité à réagir. Jacques Chirac avait seulement dit qu'il venait de perdre un ami. Jacques Chirac avait dit qu'il a perdu un ami. Un ami cher. Donc, Chirac n'avait pas avalisé ce coup-là qui avait été perpétré, si on pouvait le dire ainsi. Chirac n'avait pas... Mais la communauté internationale, les Nations Unies, avaient condamné cela et des gens avaient parlé de coup d'État institutionnel. L'Union africaine, qui était à l'époque présidée par Oba Sanjo, président du Nigeria, avait dit non à cela et avait appelé au retour à l'ordre constitutionnel. À l'époque, c'était Mamadou Tandja, qui était président en exercice de la CEDEAO. Sa ministre des Affaires étrangères, c'était Aïchatou Midaoudou. Eux tous, ils avaient condamné ce coup-là et avaient parlé de retour à l'ordre constitutionnel. Tout le monde, l'opposition dans la rue, retour à l'ordre constitutionnel. Regardez, et nous sommes en 2021 et la même situation se passe. Venez d'abord à la chose. Comment vous l'appelez, à côté, bon, bien sûr que là-bas, c'était un coup d'État karma, et au Mali. Oui. Mais nous allons revenir au Mali tout à l'heure. Non, mais vous imaginez. Donc, quand on avait tout ce monde s'était soulevé contre le régime togolais, donc, Faure Gnassingbé a dû démissionner. Entre-temps, il avait dit qu'il allait terminer le mandat de son père. Après, il démissionne un 24 avril. Et là, on fait venir Abbas Bonfo, qui était président de l'Assemblée nationale, vice-président, est devenu président de l'Assemblée nationale. Et maintenant, on dit, OK, maintenant on va respecter la Constitution. La Constitution togolaise prévoyait 2 mois
au président par intérim, ça lui permet d'organiser les élections. Maintenant on était retourné à l'ordre constitutionnel. Maintenant, au Tchad, il y a un président qui meurt, un conseil militaire qui est là. L'Union africaine, au lieu de condamner cette situation, l'Union africaine est en train peut-être d'applaudir. Et la France aussi, qui prend acte. Là, c'est grave, pays des droits de l'homme. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens même qui disent qu'en réalité, Déby a été lâché. C'est comme arrivé à un moment donné, il était devenu encombrant. Même quand on vous décrit un peu les circonstances de sa mort, c'est un peu compliqué, c'est difficile à croire. C'est-à-dire, c'est difficile à croire. Ou soit la France n'était pas d'accord, ne peut être plus d'accord avec lui. Le fait que la France prenne acte, est-ce que ce n'est pas aussi en fonction de la situation sécuritaire au Tchad et dans cette partie d'Afrique centrale où il faut éviter peut-être des situations, peut-être, je dis n'importe quoi, hein, si on veut appliquer le principe prévu par la Constitution, ça pourrait générer des tensions. Et donc, le mécanisme trouvé par les militaires, la France n'y voit aucun inconvénient. Non, le président de l'Assemblée peut prendre. Il a dit non. Oui, il a dit non, qu'il n'est mais, pas intéressé. Les militaires, oui, mais son vice, si lui-même il a dit non. Là où on a forcé le président de l'Assemblée à rester aux frontières, à l'extérieur des frontières. Non, on prend son vice. Et l'armée joue son rôle de sécurité et d'aller au front, au combat. Vous savez, l'affaire de Idriss, je crois qu'on avait essayé d'évoquer ça ici, il y a quelques mois. Et lorsque Ibeka tombait, Oui. que Idriss, à un moment donné, avait commencé par prendre trop de zèle. Même quand vous avez vu, si vous faites la lecture de son interview avec RFI, et à l'époque qui a fait du buzz, où il a pratiquement parlé de la France, mais le Idriss Déby n'avait pas en tant que tel beaucoup de considération pour le président actuel de la France. Il le prend comme chose, il lui parle, même comment l'appelle-t-on? Il y avait des réunions au cours desquelles, mais Déby a bien dénoncé cette histoire de djihadisme et a dit presque ceux qui sont l'auteur du djihadisme. Mais c'est les pays occidentaux qui alimentent des gens. D'accord? Donc, par après, il a pris même des positions par rapport au franc CFA. Vous voyez, quand les présidents africains viennent devenir populistes, mais sans être en osmose avec leur peuple. Donc, il continue de mater son peuple et au même moment, il dit que il critique le colon. Donc, tu deviens seul au milieu. Donc, à un moment donné, et par rapport à 2019, lorsque Macron a fait mater la rébellion, les médias en ont fait beaucoup de buzz. Et ça, pour cette guerre qui a commencé, et puis au lendemain du retour comment on l'appelle, de Déby, de l'investiture de comment vous l'appelez, du Nguesso. Voilà, du président Nguesso. Oui. Du président Nguesso. Rapidement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que vous voyez? Il revient 2 jours après, c'est la rébellion qui tape derrière lui. Et la France est là. Mais tout le monde était aux aguets pour voir, est-ce que cette fois-ci la France va encore le soutenir, intervenir? Donc là, il y a l'opinion qui a joué. Et puis voir, est-ce que Déby qui est devenu à peu près quelqu'un, un colis gênant, bon, il vaut mieux peut-être le lâcher. Ça a été, on l'a lâché, on dit qu'il est tombé au front. Bon, ceux qui veulent croire, nos cas, ils croient. D'accord, merci. Mais j'ai l'impression que... Je voudrais rendre l'antenne, si vous permettez, et puis on revient après. Mais c'est important, c'est une leçon pour ceux qui pensent.